Yuri Ivanovitch Manin, professeur à l'université de Moscou, est l'un des maîtres de l'école mathématique soviétique. Ses travaux concernent l'arithmétique, la géométrie algébrique et depuis 1970, de nouveaux rapprochements qui se sont instaurés entre les mathématiques et la physique. Il est revenu à Paris en mai 89, après 22 ans d'absence. L'occasion de revoir de vieilles connaissances comme Jean-Pierre Serre, éminent mathématicien français, professeur au Collège de France, et d'évoquer les changements profonds qui ont marqué les mathématiques depuis 20 ans. En particulier ce rapprochement fructueux entre les mathématiques et la physique, qui fait l'objet d'une discussion avec Bernard Julia, jeune chercheur du Centre de physique théorique de l'École normale supérieure. Dans votre livre Mathématiques et physique, vous dites que chaque discipline a son propre corps de doctrine, ses propres images. Oui. Alors les physiciens peuvent travailler par analogie à l'intérieur de la physique. Oui. Et la physique s'est développée longtemps comme ça, les mathématiques aussi. Et là, justement, ce qui est fécond en ce moment, j'ai l'impression, c'est que les concepts sont partagés. Ils deviennent plus larges et donnent des idées à la fois en mathématiques et en physique. Oui, c'est ça. Par exemple, disons, l'idée de l'espace. Bon, oui, peut-être c'est un bon exemple. Considérons l'idée de l'espace physique. C'est quelque chose que nous tous avons en commun, n'est-ce pas? L'espace physique, c'est quelque chose de dimension 3, c'est l'intérieur de cette chambre, par exemple, n'est-ce pas? On peut s'imaginer que ça consiste de tout petits points, n'est-ce pas? Le point est défini par une imagination physique. Le point, c'est une toute petite place dans laquelle vous pouvez mettre quelque chose petit, un petit, je ne sais pas. Un grain de sable. Un petit livre ou un petit bouton ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est une notion intuitive d'un espace. Alors, un mathématicien vient et dit que, ou bien c'est l'espace trois-dimensionnel, ça veut dire que vous pouvez faire des mesurements, n'est-ce pas? Il faut trois coordonnées pour définir. Oui, c'est Descartes. C'est Descartes, n'est-ce pas? Oui. Coordonnées Évidemment, cartésiennes. c'est Descartes. En fait, c'est peut-être un des plus importants discoveries. Découverte dans l'histoire de mathématiques et physique. C'était fait par Descartes qu'il faut décrire l'espace par les moyens algébriques, par les moyens d'un langage discret, langage discret, quelque chose comme ça, par les nombres, disons. Après ça, un physicien dit que nous avons l'espace, mais nous avons aussi le temps. On peut mesurer le temps de la même manière. On a l'horloge, n'est-ce pas? On peut dire qu'une chose instantanée se passe dans un espace, dans un point de l'espace et dans un moment donné de temps, n'est-ce pas? Donc, on a 4 coordonnées. Après ça, un mathématicien, en partant de la notion d'espace intuitif, dit bon, pourquoi 3 ou 4 coordonnées? On peut imaginer un espace de 2 coordonnées, c'est le plan, disons, c'est par ici. Espace en 1 coordonnée, c'est évidemment une droite, une ligne, quelque chose comme ça, mais on peut aussi imaginer un espace à 5 dimensions, à 10 dimensions, à 1000 dimensions, pourquoi pas, peut-être même un nombre infini de dimensions. Les mathématiciens commencent à investiguer, non? Chercher de propriétés communes de tous ces espaces, par exemple. Ils s'imaginent des figures qui peuvent exister dans les espaces d'un très grand nombre de dimensions, par exemple de sphères de dimensions, 1 million, quelque chose comme ça. Et quelle est la différence entre les sphères comme ça et les sphères habituelles, les choses comme ça. Après quoi, il peut, disons, imaginer un système d'axiomes qui décrit bien l'espace physique, mais qui a aussi un contenu beaucoup plus vaste.
donc qui peuvent en principe appliquer aussi à des situations tout à fait différentes. Mais le physicien dit en même temps, non, ce sont les abstractions mathématiques, je n'en veux rien, parce que moi, j'habite dans l'espace de dimension 3. Il peut dire ceci pendant quelques années, ou disons même dizaines d'années, avant, disons, qu'il commence à comprendre que l'espace dans lequel un système quantique existe est beaucoup plus semblable à des espaces qui ont été inventés par mathématiciens qu'il n'a songé en avant. Ce sera un tour nouvel de rapprochement des physiciens et des mathématiciens, n'est-ce pas? Avant de passer à la théorie compliquée de la mécanique quantique, peut-être Oui. qu'on pourrait rester au niveau de la mécanique classique. C'est une Oui. vieille science qui est un peu à cheval entre la physique et les mathématiques. On se l'arrache un peu. Est-ce que vous pouvez commenter sur justement la découverte de la relativité presque indépendamment par Einstein et Poincaré? C'était d'un côté un physicien, de l'autre un mathématicien. Oui. Et c'est pourtant Einstein qui a eu presque toute la gloire. Comment l'interpréter? Bon, je ne veux pas faire commentaire En France, sur la gloire, n'est-ce pas, Gloire, c'est le langage des politiciens, disons. Moi, je n'aime pas ça. Mais en tout cas, bon, évidemment, la notion d'espace-temps, donc, du point de vue d'un mathématicien, le contenu essentiel de la découverte de relativité était que l'espace trois-dimensionnel et le temps un-dimensionnel sont en effet dans un modèle mathématique de espace-temps, sont en effet unifiés par mouvement, disons. En fait, la notion d'espace-temps était plus ou moins connue sur le niveau mathématique à Galiléo, par exemple. Mais pour lui, l'espace et le temps étaient tout à fait divisés. Chaque physical body, chaque corps. Oui, chaque corps physique, pour Galiléo, existait dans l'espace et évolutionné dans le temps. Évoluait dans le temps. Évoluait dans le temps, n'est-ce pas? Donc, ce que nous disent Poincaré, Einstein, Lorentz, c'est qu'en fait, il faut s'imaginer un corps physique comme existence dans l'espace et temps simultanément, n'est-ce pas? C'est une chose de dimension 4. Et ce que nous apercevons comme un corps physique dans un moment du temps, c'est en effet une section de ces choses de dimension 4. Mais si nous sommes en mouvement, alors cette section change. Et donc, ce que nous apercevons d'un corps physique, de ce nouveau point de vue, consiste en fait de certaines parties de ce corps physique considérées à ce moment et de notre partie d'un corps physique considérée, disons, en seconde plus tard, du point de vue d'un nouvel observateur. Mathématiquement, ça veut dire que la symétrie d'un espace-temps diffère de la symétrie d'un espace-temps considéré par Galiléo parce que le groupe de rotation trois-dimensionnel produit par le groupe de translation par le temps est en fait élargi en un agrandi en un groupe de relativité qui contient aussi des choses bien étranges du point de vue d'un écolier, disons. Bien étranges, ce sont les rotations dans l'espace de dimension 4, l'espace-temps de dimension 4, des choses comme ça. Du point de vue mathématique, ce dessin est un bien
simple généralisation de dessin commun de dimension 3, n'est-ce pas? Du point de vue d'un physicien, c'est un changement radical de notre conception d'espace et du temps. Donc, c'est aussi un bon exemple de la différence de le système de valeurs d'un mathématicien et d'un physicien. Vraiment, ce qui n'est pas grand-chose pour un mathématicien, c'est très grand-chose pour un physicien. Quels ont été vos premiers pas en physique théorique? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser plus à ce domaine? Est-ce que vous aviez une vocation cachée? Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais je me suis toujours été intéressé en physique. Mais évidemment, quand on est déjà professionnel en quelques domaines, c'est toujours psychologiquement difficile de changer le métier, n'est-ce pas? Donc, peut-être que sans connaissance, j'ai attendu de possibilités de faire quelque chose en physique en utilisant ce que je connais en mathématiques, n'est-ce pas? Et je crois que, je ne me souviens pas, si c'était les solitons ou si c'était les instantons. Les solitons, c'était la première chose, je crois, non? C'était avant les instantons. Avant les instantons, n'est-ce pas? Donc, c'était une découverte faite par un ou deux groupes des Américains qu'il existe des ondes non linéaires qui sont très stables. C'est une chose bien étrange. L'histoire est commencée en centaines d'années. Il y a une centaine d'années, il y a une très belle histoire d'un cavalier qui... Le long d'un canal, s'aperçoit que une espèce de houle se propage et rencontre une autre houle dans le canal en Angleterre. Et au lieu de se détruire, elle se traversent mutuellement. Oui, quelque chose comme ça, oui. En tout cas, il y a une notion d'une onde non linéaire. Vous pouvez imaginer l'onde, c'est comme quelque chose qui se passe dans un canal, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire non linéaire? C'est beaucoup plus difficile d'expliquer. En tout cas, ces ondes non linéaires ont une stabilité tout à fait remarquable, bien que expérimentalement, on a vu des choses comme ça déjà beaucoup de temps. Mathématiquement, ce n'était l'objet de l'étude profonde que tout récemment, il y a 20 années, quelque chose comme ça. J'ai un ami à Moscou, Volodya Zakharov, qui est un physicien très bien connu et qui est en même temps un poète, n'est pas connu, mais très bon poète en fait. Son premier livre de poèmes va apparaître vite, je crois, cette année peut-être déjà. En tout cas, nous sommes les amis pendant 30 années. Et il m'a montré l'article de Peter Lux sur les solitons et il m'a dit que c'est une chose très importante et qu'il faut réfléchir. Bon, j'ai réfléchi un tout petit peu. En fait, c'est pas... je n'ai seulement pas réfléchi, mais j'ai donné un cours à l'université de Moscou sur le soliton. J'ai écrit un petit livre, ou disons un grand article sur le soliton. J'ai commencé à travailler avec plaisir parce que j'avais le sentiment que maintenant, je peux vraiment faire quelque chose en physique théorique, en utilisant en le même temps mes connaissances comme mathématicien. C'était je ne sais pas, c'était une révélation, une petite révélation pour moi, grand plaisir. Et après ça, c'était histoire avec les instantons, qui ont même les mêmes, qui rassemblent un peu les solitons. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. Si les solitons, on peut observer dans un canal rempli par l'eau, n'est-ce pas? Les instantons, ce sont les choses
qu'on ne sait pas s'il existe physiquement même maintenant, parce que, par définition, il existe dans le temps imaginaire, n'est-ce pas? En fait, dans les théories quantiques de champ, on peut s'imaginer qu'ils décrivent des interactions fortes, ça veut dire les forces par lesquelles le noyau d'atomes garde sa cohésion. Oui. Ce sont les interactions fortes. Oui, oui. Mais en tout cas, mathématiquement, les instantons étaient bien de notion qui rassemble bien la notion de soliton. Donc, je pouvais, je veux dire que j'avais le bonheur d'être un membre d'une équipe internationale qui a fait un travail sur les instantons. Et après ces deux exemples, évidemment, je me déjà senti comme, bon, pour une toute petite mesure, mais un peu un physicien théorique. Je me sentis alors que j'ai un peu de confiance en moi, n'est-ce pas, dans ce nouvel rôle. Je voulais vous poser des questions sur la mécanique quantique. Oui. C'est un domaine où il y a eu effectivement une collaboration très intense entre mathématiciens et physiciens au moment de la création du sujet. C'est ça, oui. Et petit à petit, les mathématiciens s'en sont désintéressés. Ils ont abstrait des outils, l'analyse fonctionnelle s'est développée. Et maintenant, peu de mathématiciens acceptent de revenir parce que la même mécanique quantique d'un nombre infini de degrés de liberté, c'est ce qu'on est obligé de faire quand on étudie les théories de physique moderne, et est très difficile. Elle fait intervenir des calculs qui, pour les mathématiciens, n'ont pas de sens. Et peut-être les physiciens sont plus courageux ou ils sont forcés de faire des sauts dans l'inconnu, mais c'est une approche qui rebute un certain nombre de mathématiciens. Comment est-ce que vous arrivez à quand même faire le saut et vous intéresser à ces problèmes difficiles de renormalisation? C'était précisément l'histoire de la formation de mon système de valeurs, parce que, disons, au bout de deuxième, de troisième année d'études de physique, j'ai compris que la chose qui est le plus important de la physique moderne, c'est la théorie quantique des champs, n'est-ce pas? Tous les autres domaines sont pratiquement dans un état bien stable. Il ne se passe rien essentiellement nouvel du point de vue d'un mathématicien. On comprend les structures de base, on comprend les problèmes, on connaît plus ou moins le degré de difficulté de ces problèmes. Donc, si l'on est incliné de faire physique dans ces domaines, bon, il faut choisir un problème et réfléchir, c'est tout. Mais dans les théories quantiques des champs, qui veut décrire le niveau le plus profond du monde réel, la situation est tout à fait différente. On utilise mathématiques, on en fait utilise les mathématiques les plus profondes qui existent. Et ce qui est beaucoup pire ou beaucoup plus intéressant, on l'utilise de manière qui est presque impossible de comprendre pour les mathématiciens, parce qu'on n'a pas d'un système fini de définition après lequel on fait un travail logique, systématique, les choses comme ça. Il faut utiliser intuition pratiquement à chaque pas, en travaillant en même temps comme un mathématicien. Pour un mathématicien, c'est très étrange parce que le mathématicien, par traînage, préfère toujours de voir les choses, par expérience, préfère toujours de voir les choses qui sont bien définies au commencement. Il peut même, disons, prendre un système d'axiomes pour lequel ils ne connaissent pas le contenu ou quelque chose comme ça. Mais il veut toujours être logique en commençant d'un certain point.
c'est précisément ce qu'on ne peut pas faire quand on travaille dans les théories quantiques de champ. Parce que, par exemple, une notion la plus importante mathématique de la théorie quantique de champ, c'est une sorte de mesurement dans l'espace de dimension infinie. Intégrale de Feynman. Oui, intégrale de Feynman, précisément. Il faut s'imaginer quelque chose, par exemple, comme un cube ou une sphère dans un espace de dimension infinie. Si vous prenez une figure dans l'espace de dimension 3, par exemple, prenez une figure fixe, une boule, n'est-ce pas? Si vous avez une bulle de radius de rayon moitié R, alors le volume est quelque chose multiplié par R cube, n'est-ce pas? Donc, si vous prenez une bulle qui est 2 fois plus large que la boule initiale, le volume sera 8 fois plus large, n'est-ce pas? Plus grande. Si vous prenez une bulle qui est 10 fois plus large, alors le volume sera 1000 fois plus grand, n'est-ce pas? Mais dans l'espace de dimension infinie, tous ces coefficients deviennent infinis. Ce qui se passe, c'est que si vous avez l'idée qu'une boule donnée, disons, un domaine dans physique donné dans l'espace de dimension infinie est un volume, disons, unitaire, alors le boule qui est un peu moins que ce boule initial aura le volume 0, et le boule qui était un peu plus large, qui sera un peu plus large, aura le volume infini. C'est la raison de ne pouvoir pas mesurer le volume dans l'espace infini. Dans le même temps, la notion d'un volume généralisé, disons, dans l'espace infini, c'est la notion clé pour la théorie des champs. Ce que faisaient les physiciens, ils faisaient des choses bien étranges pour les mathématiciens. Ils prenaient deux infinités, deux volumes infinis, ils divisent un volume par l'autre volume, ils obtiennent quelque chose qui est fini, et ils disent ce que nous voulons, c'est le nombre que nous voulons, c'est le nombre qu'on peut mesurer, et les choses comme ça. Et dans une seule calculation de quelque chose mesurable, elles font parfois les choses comme ça, je ne sais pas, 2 fois, 5 fois, infini fois, pour obtenir des choses qui sont tout à fait indéterminées du point de vue d'un mathématicien, pour obtenir de ces choses-là un truc calculable et puis mesurable. Calculable et vérifiable. Et vérifiable. Et l'expérience vérifie. Oui. C'est très étrange. Ce qu'on peut imaginer, il y a une image intuitive pour toutes ces choses-là. L'image intuitive est que tout ce qu'on voit, tout le monde dans lequel nous habitons, toutes les choses finies qui sont commodes pour nous, je ne sais pas, cozy en anglais. Confortable. Oui, confortable pour nous. Ce sont en fait les différences de deux infinités. Il faut s'imaginer que nous habitons sur une surface d'un abîme de profondeur. De profondeur infinie, en fait. Et nous sommes, et tout le monde autour de nous consiste de très très petites ondes sur cet abîme, n'est-ce pas? Et le monde, c'est cet abîme. Et quand nous mesurons quelque chose, nous mesurons toujours une différence entre deux infinis. Pour moi, cette image intuitive, elle est continue, bien laconique, bien sûr, le contenu de la théorie des champs quantiques, n'est-ce pas? Mais par beaucoup les mathématiciens, c'est tout à fait inacceptable pour les raisons esthétiques, pour les raisons, disons, intuitives, pour les raisons de formation, n'est-ce pas, des raisons personnelles. Pour moi, c'est un charme de la théorie
Alors, peut-être que justement la théorie des cordes dont nous avions commencé à parler, Oui. qui veut être la nouvelle théorie d'unification de toutes les interactions, Oui. qui décrit les particules élémentaires comme des cordes étendues dans l'espace, Oui. permet de la transition entre l'approche des physiciens, qui sont obligés de faire leur quantification, ils ont aussi tous ces problèmes de divergence, mais à un degré moindre que pour les théories plus compliquées, comme la relativité générale seule. La relativité générale est une théorie plus petite, mais elle a des divergences, des problèmes d'infinité plus graves. Oui. Alors justement, peut-être la théorie des cordes permet de restreindre les difficultés de la théorie physique de quantification et d'arriver à un domaine où les mathématiciens sont plus à l'aise et arrivent à traiter correctement ces divergences. Oui, c'est ça. Ce que Bernard dit, il a mentionné les théories des cordes et qui est maintenant au centre de recherche d'une équipe internationale de mathématiciens et de physiciens. Le but de la théorie des cordes est de décrire la réalité sur le niveau d'énergie d'ordre de Planck, comme on dit, ce niveau d'énergie qui était essentiel dans l'histoire de la masse de Planck. Masse de Planck, oui, masse de Planck. En tout cas, ce n'est pas facile d'expliquer qu'est-ce que c'est la masse de Planck, mais en tout cas, c'est une énergie très élevée. Une masse de Planck, c'est une concentration d'énergie beaucoup plus élevée que la concentration d'énergie qu'on peut observer, disons, dans une bombe atomique ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus concentré, en fait. Donc, on ne peut pas observer ceci dans le monde comme nous le savons, mais on croit que ce niveau d'énergie est essentiel pour comprendre l'histoire du monde très, très tôt, n'est-ce pas? Très, très juste tôt. Après le Big Bang. Juste avant le Big Bang. Je voudrais dire juste avant le Big Bang, n'est-ce pas? On ne sait pas comment ça. Big Bang, c'était quelque chose... on peut dire Big Bang quand les degrés de liberté d'espace et de temps se sont déjà formés. Je crois que c'est avant le Big Bang. Oui. Bon, mathématiquement, c'est une théorie bien profonde, bien plus fondée que la théorie quantique de champ classique. Ce que Bernard a dit, c'est que les divergences, c'est ces infinités qu'il faut faire soustraire. Le nom technique est les divergences. Et Bernard a dit que les divergences ne sont pas si mauvais dans les théories des cordes comme dans les théories de champ quantique classiques, disons. Mais moi, je ne regarde pas les théories des cordes comme un dernier mot, en tout cas. Je ne crois pas que le dernier mot en physique existe ou peut exister, en fait. Je crois qu'il y aura toujours un niveau plus profond que le niveau que nous comprenons déjà. Mais la théorie des cordes hypothétiques, c'est une chose qui est mathématiquement bien fondée, qui probablement va voir les applications physiques pour la compréhension du monde physique, n'est-ce pas? Mais maintenant, bien sûr, tout l'intérêt de ces théories est que la mathématique nouvelle se rencontre ici avec les physiques nouvelles. Ce n'est pas nécessaire de parler ou de penser des mathématiques comme des choses qui consistent de problèmes et de solutions. On peut considérer les mathématiques comme une science de quelque chose, de réalité platonique, n'est-ce pas?
on essaie de voir cette réalité platonique. On voit quelques parties, on voit quelques plans, quelques dessins, mais psychologiquement, il est toujours difficile de voir ces choses-là si l'on ne départ pas d'une chose très particulière, d'un problème peut-être simple, d'un problème qui est émotionnellement bon, ou les choses comme ça. Tu vois? Donc, pour moi, par exemple, c'est toujours l'idée de ce dessin qui est intéressant, plutôt que des exemples qui nous aident de imaginer les traits de ces dessins. Donc, l'hypothèse de Fermat, c'est un bel problème, un bon problème, parce que l'histoire des mathématiques nous a montré que, qu'en réfléchissant sur le problème de Fermat, on voit beaucoup de choses qui n'étaient pas évidentes. Le problème de Fermat elle-même est seulement une sorte de, comment ça se dit en français, prétexte, curiosité, chose comme ça. A priori, on ne sait jamais avec un problème donné de la théorie des nombres si ça peut nous aider de comprendre des choses vraiment profondes ou non. En fait, Manil soulève une question beaucoup plus large, c'est l'aspect en mathématiques de ce qu'on appelle les théories, ce que nous apprenons au lycée, ce que nous enseignons à la faculté, et puis l'aspect problème. Oui. Et suivant les mathématiciens, c'est l'un ou l'autre qui est le plus important. C'est ça, c'est ça. Le cas extrême étant Grothendieck, par exemple, pour lequel il n'y avait pratiquement pas de problème concret. Il voulait développer des théories suffisamment larges pour que finalement tout tombe. Et tout de même, en 1967, il m'a parlé avec beaucoup d'élan sur le problème de Fermat. Donc on n'est plus disposé à considérer les mathématiques comme un ensemble de problèmes ou comme un ensemble de théories. Mais je crois qu'il faut quand même insister sur le côté problème ici, parce que l'enseignement, que ce soit élémentaire ou de faculté, insiste beaucoup trop sur le côté théorie. On enseigne pratiquement que de théorie. Jamais des problèmes. Vous suggériez dans une autre interview d'enseigner des problèmes non résolus, des problèmes qui n'ont pas encore de solution, et ça n'est jamais fait. Enfin, pas des enseigner, mais des mentionner. On pourrait peut-être récompenser pour ces deux extrêmes, par exemple, en soulignant des connexions. Par exemple, sur les nombres premiers, je pourrais faire un cours plus ou moins élémentaire sur les nombres premiers. Je voudrais toujours exprimer que dans la première vue, ce sont des choses qui sont très, très asymétriques, presque chaotiques. On voit les tables de nombres premiers, on ne voit rien, pas de loi du tout. Mais quand même, dans les théorèmes de Kronecker-Weber, les nombres premiers sont les générateurs d'un groupe de symétrie, ce qui est absolument fantastique. Donc, si l'on vraiment essaie d'expliquer ces choses-là, par exemple, en partant de la théorie de Gauss, de construction par la règle compas. Le compas, où on voit les symétries engendrées par les nombres premiers et pas les symétries qu'on voit par les autres. C'est fantastique, vraiment. C'est une chose extrêmement intéressante. Et ça vous aide à comprendre quelle est la différence, la compatibilité entre un problème de Gauss, disons, et une théorie de symétrie. Peut-être qu'il faut expliquer qu'il s'agit là du problème de la construction le vieux problème du polygone régulier à 17 côtés, comment par la règle et le compas, et où effectivement les symétries sont des symétries de nature arithmétique qui ne sont pas celles que l'on voit quand on dessine le polygone. Non, ce sont d'autres types de symétries. J'étais toujours si fasciné par cette découverte. D'ailleurs, Gauss lui-même était très très content quand il a trouvé ça. Évidemment, à 17 ans. À 17 ans, oui, il paraît que c'est ça qui l'a convaincu de faire des mathématiques. C'est absolument fantastique. Et ce qui était surprenant pour moi, c'est quand
j'ai étudié un tout petit peu la théorie du champ quantique, n'est-ce pas? Après la théorie des cordes, j'ai compris que, disons, en lisant les travaux de Polakov, de Belaven-Knizhnik, de Witten, j'ai compris qu'ils ont une intuition, disons, sur l'espace du module de courbe algébrique, quelque chose comme ça, que je n'ai pas. Ils me posent des questions que je ne posais pas parce que je n'ai pas compris que ça c'est important, que ça existe toujours, les questions sur les formes des mêmes formes, des choses comme ça. Il y a beaucoup, en fait, des questions tout à fait concrètes sur les objets qui étaient méconnus pendant des années et que je n'ai pas posés. Connus, tu veux dire. Les objets, mais pas de problèmes, pas de questions, pas de... Je n'ai même pas posé ces questions-là. J'ai vu qu'ils sont en intuition sur ces choses-là, sur les variétés MG que tu connais si bien. Non. En tout cas, ils ont des questions, ils ont une intuition qui, moi, je n'avais pas. Oui, ça, j'ai le sentiment que c'est très intéressant. J'ai le sentiment que c'est nouveau, ça, tu vois. Qu'il y a une vingtaine ou trentaine d'années, ou 40, enfin depuis 1920 ou 30, les physiciens ne posaient plus de problèmes intéressants aux mathématiciens. Peut-être, bon, en hydrodynamique, dans les questions de ce genre, mécanique des fluides. Non, ça s'est changé maintenant. C'est précisément la question en géométrie algébrique qui est très profonde, en fait. Très profonde. Oui. Non, très profonde, je n'irai pas jusque-là, parce que... Ils sont très profonds. Non, tu ne peux pas le dire pour l'instant. Ce pas des questions qui ont attendu le temps suffisant pour que tu saches qu'elles sont profondes. Parce que, par exemple, les compréhensions d'un espace de module MG, ou plutôt d'union de ces choses-là, comme une chose qui est analogue à un espace homogène, sur lequel tu peux construire les théories du type de Weil, de représentation d'algèbre de Virasoro, ça c'était suggéré par physiciens. C'était, tu vois, le dessin que nous voyons maintenant est mathématique et profond. Mais c'était suggéré par les physiciens, en fait, par les théories des cordes. C'est très étrange. C'était très essentiellement pour moi psychologiquement parce que je voyais que la physique donne une intuition tout à fait nouvelle sur le parti des mathématiques que je croyais que je connais plus ou moins bien. C'était tout à fait fantastique. Oui, ça c'est une expérience qui ne m'est pas arrivée. En théorie des nombres, proprement dite, non. Là, on ne peut pas dire que... Théorie des nombres, proprement dit, non, mais la géométrie algébrique... Même les fonctions modulaires non plus. Psychologiquement, pour moi, une chose primaire, ce n'est pas une structure, c'est la chose que je dis que c'est un objet mathématique. Par exemple, ce n'est pas une chose conventionnelle, n'est-ce pas? J'ai dit que, par exemple, pour moi, un objet mathématique est la somme des carrés. Une somme des carrés. Je peux partir de ceci et d'expliquer un tas de choses autour de somme des carrés en partant du théorème de Pythagore, des groupes orthogonales, le θ-fonction, le mécanique quantique, tout cas de choses. Mais d'autre part, à n'importe quelle époque, il y a un langage commun pour une société de mathématiques. Ce langage commun peut changer. Et par exemple, le langage commun de milieu de ce siècle était créé par Bourbaki. Ce qui est très essentiel, c'est le langage commun, c'est précis, c'est très vif, il se développe aisément. Évidemment, il est fondamental parce qu'il vraiment arrive à comment ça s'appelle, à exprimer le contenu essentiel de choses sur lesquelles les mathématiciens pensent. Mais je peux imaginer théoriquement un tout à fait autre langage commun. Mais historiquement, c'est Bourbaki. C'est une chose assez bête, c'est simplement les notations. Dans les années 30 ou 20, le corps des nombres rationnels s'appelait R, par exemple, en Allemagne, il s'appelait, je ne sais pas comment, en Russie. En France, il n'y a pas de nom. Peut-être R aussi parce que c'est influencé bien par les Allemands. Et Bourbaki a unifié ça. Maintenant, dans le monde entier, ça s'appelle Q majuscule.
Et puis voilà, et R, c'est le nombre réel. C'est pas grand-chose. C'est important quand même. C'est important quand même, mais ce qui me semble plus important est que Bourbaki nous a dit qu'il faut commencer chaque définition, chaque introduction d'une notion nouvelle par l'interpréter comme une chose consistante d'une famille d'ensemble avec des relations, des choses comme ça. Indépendamment de ce que vous faites, vous commencez par ceci. Ce qui est très essentiel parce que c'est économique. Vous ne devez pas faire des choses qui ne sont pas essentielles. Vous pouvez imaginer un dessin géométrique. Et tout de même, vous avez un langage algébrique qui vous donne la possibilité d'exprimer toutes les choses clairement, universellement compréhensibles. C'est un vrai principe. Après ça, vous pouvez évidemment choisir des lettres, des mots, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette croissance exponentielle des publications, des travaux? Elle n'est pas exponentielle? Non. Non, là, vous tombez dans le défaut qui est en général celui des journalistes ou des hommes politiques, de croire que toutes les fonctions sont ou bien linéaires ou bien exponentielles, auquel cas on arrive toujours à prédire des catastrophes, parce qu'effectivement, toute fonction... Non, mais je l'ai lu, c'est Shafarevitch qui prétend qu'il y a un problème avec les... Ce n'est pas vrai. On avait cette impression-là dans les années 50-60, que justement le nombre de mathématiciens a augmenté, puis visiblement la courbe a baissé. Donc cette croissance existe encore, mais elle n'est pas du tout aussi rapide qu'avant. Et pourquoi est-ce qu'elle a baissé? Il y a eu il fallait qu'elle baisse. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir... Tout le monde ne peut pas faire des mathématiques. Non, ça c'est une question d'encombrement. Écoutez, faire packings. Non, il y a de plus en plus de mathématiciens, et Veil avait fait une remarque que j'avais beaucoup appréciée, qui était celle-ci. À une époque, il trouvait qu'on risquait d'être envahi par les mauvais mathématiciens. Et récemment, il a dit ce qui est bien plus grave, c'est qu'il y a de plus en plus de très bons mathématiciens. Donc on utilise les ordinateurs d'une manière... On fait des expériences. On remplace l'ordinateur, remplace l'addition, c'est inutile la de faire l'expérience mathématique. Et ça, je crois, vous-même, vous travaillez pas directement sur l'ordinateur, mais... Vous avez un petit truc que tu as apporté à Moscou, je l'ai vu. Mais j'ai une petite machine comme ça, oui. Oui, elle m'est très utile. C'était agréable pour toi, je l'ai vu. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de percevoir les... Certainement, il y a des types de calculs que je n'aurais pas essayé de faire, trop ennuyeux, ou des calculs simples. Et alors il y a aussi des choses réellement compliquées, mais ça pour lesquelles je demande à Mestre de faire le calcul sur une grosse machine. Et quelquefois, d'ailleurs, Mestre, quand me dit non, c'est trop compliqué pour la machine, j'ai dû le faire à la main. C'est ça. Mais votre sentiment... C'est arrivé. J'avoue, j'ai jamais compris comment vous faites ça. Mais c'est très fantastique, il calcule... Oui, c'était incroyable ce qu'il fait. Il y a par exemple des cas où j'avais des conjectures dont j'étais raisonnablement certain dans certains cadres, mais j'ai voulu les pousser un petit peu au-delà de leur cadre, par exemple des extensions totalement réelles, alors que je n'avais pas de raison sérieuse de penser que ça marchait. Et puis Mestre a fait les calculs sur machine, et ça a marché à chaque fois. Il n'y a aucun doute. Maintenant, la conjecture doit être complétée et meilleure que ce que je pensais. Donc la conjecture est confirmée par la machine. Elle est confirmée, elle n'est pas démontrée. Reste à la démontrer, bien sûr. Au besoin, je ne m'en occupe pas. La démontrer, il faut visiblement une idée complètement nouvelle pour attaquer ce genre de choses. Donc, tant qu'on ne l'a pas, cette idée, ça ne m'intéresse pas. J'essaye de cerner, de bien préciser la conjecture en question le mieux possible. Donc, en somme, le traitement avec la machine, ça vous a donné un petit peu un nouveau type d'intuition, peut-être pas des problèmes. Non, intuition, pas du tout. Non non, mais garanties, par exemple, c'était donc des conjectures que j'avais faites il y a une quinzaine d'années à peu près, et quand je les avais faites, j'en avais parlé à Deligne, qui est un des meilleurs spécialistes, et qui m'a dit, oui, mais enfin, ça entraîne ceci, il n'y a vraiment pas de raison pour que ceci soit vrai. J'ai dit, bon.
Dans les 15 ans qui se sont passés, j'avais fait quelques exemples qui montraient que ça se passait toujours. Mais quand ensuite, sur machine, on a vu que vraiment ça se passait toujours sur de grandes quantités d'exemples, alors j'ai eu davantage confiance que l'objection de Delis ne tenait pas, en fait. Non, la conjecture de Birch-Swinnerton d'ailleurs, qui a motivé beaucoup de travail de théorie des nombres pour une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Donc ça, c'était fait en partant des calculs de machine, peut-être. Ce que je peux dire pour moi, c'est que les conjectures de mon dernier article, c'était motivé par une calculation fort simple, en fait, mais qui m'a donné l'intuition, un peu d'intuition, ce que se passe sur le nombre de points. Vous travaillez aussi sur machine Un tout petit peu, oui. Ah oui. Mais pour moi, c'était vraiment un commencement de compréhension de ce que se passe. Tu parles du travail sur les points rationnels de hauteur. Oui, alors ça, ce sont des résultats asymptotiques. C'est moins probant que les résultats dont je parle, parce que ce dont je parle, c'est des résultats oui ou non. Ce sont des résultats des entiers. C'est ça, c'est ça. Quand on se trompe, on trouve que l'entier n'est pas zéro, qu'il est c'est une catastrophe, alors on se téléphone et on arrive toujours à comprendre pourquoi l'un de nous a fait une erreur, soit théorique de mon côté, soit expérimentale par la machine, et on se réconcilie. Ça, c'est vraiment une nouvelle forme d'expérimentation. Alors ça, c'est très fréquent à l'heure actuelle en théorie des nombres. Ça a vraiment changé de... il faut bien dire que dans les travaux, disons, même bons, d'il y a 20 ou 30 ans, beaucoup de formules n'étaient pas correctes. Il y avait des petits détails qui ne marchaient pas très bien. Les limites de sommation flottaient un petit peu. Tandis que maintenant, on n'a plus d'excuses du tout, parce que quand un spécialiste écrit une formule comme ça, immédiatement, il doit pratiquement la mettre sous machine et faire des tables. C'est ce que ça donne, et il voit instantanément que c'est faux. Tu es un peu idéaliste. Oui, disons qu'il devrait faire ça. Devrait peut-être, oui. Mais je connais un très bon mathématicien que je ne nommerai pas, dont les formules sont toujours un peu fausses. Il a des idées absolument extraordinaires. Et un jour, on lui a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas des essais sur machine ou sur des cybernétiques? Il a dit, non, ça ne marche jamais. Est-ce qu'on peut conclure en essayant de faire un peu de prospective sur les années qui viennent? Non, je ne sais pas. Ce que je pourrais prédire, c'est que les choses iront comme ils vont maintenant. Disons que ça, évidemment. C'est la façon dont les Russes faisaient leur plan quinquennal, je crois, ou quinquennaux. Tu prédis ce que tu peux faire à l'instant donné. Évidemment. Oui. Donc, par exemple, si vous prenez la question de la conjecture de Mordel, justement, eh bien, il y a 5 ans ou 6 ans, vous demandiez aux spécialistes et vous déclarez tous que c'était inaccessible. Ah non. Non, moi, j'ai dit à Petetsky qu'il nous manque 1 ou 2 idées, que ce sera fait dans 10 années. Petetsky il a raison, parce qu'effectivement, je lui avais écrit à l'époque, il me l'a dit, ça. C'est-à-dire que moi, j'étais pessimiste et je pensais qu'elle était fausse. J'ai essayé de faire des contre-exemples. Et puis un mathématicien est venu, Faltings, qui a réuni les différents fils qui traînaient à droite et à gauche, qui les a alignés, et ça donnait une démonstration, un éclair à passer. Vraiment, Faltings, ça a été ça. Un éclair. Et qui a liquidé la chose. Et ça, on ne peut pas le prévoir tout de même. Si on essaye de prévoir ça, on se trompera à coup sûr. Alors, essaye de prévoir. Toi, tu prévoirais que Fermat, je crois, sera résolu d'ici peu. Hein, si tu essayais de... Maintenant, oui. Maintenant, moi, je suis moins optimiste. Mais peut-être. Tu as des raisons. Quand j'ai donné des prédictions sur Mordel, j'ai dit dans le même temps que Fermat sera beaucoup plus difficile. Que Mordel est déjà en voie, mais pas Fermat. Ah oui, maintenant, je dis qu'on voit Fermat. C'est exact, on voit. Ce que je peut-être pourrais dire sur le futur, ce qu'il faut, et que peut-être on comprendra les intégrales de Feynman mathématiquement. C'est une fameuse... Ce n'est pas le même problème.
Non, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est, mais évidemment, c'est maintenant un point de concentration de beaucoup de mathématiciens et de physiciens théoriques. On voit qu'il y a quelque chose de très profond et extraordinairement important dans ces choses-là.